amis, merci de votre accueil. En 1907, quand toutes ces vignes ont été établies, il y a eu une surproduction. Hein? Et le négoce, lui, pour faire encore baisser le prix plus bas, est allé sur de la fraude. On appelait ça des raisins secs qui venaient de Turquie. Travailler là-dessus. Et avec ceci, il faisait du vin. Ça a baissé les prix à l'extrême. Il y avait une époque où il y avait un pinard qui s'appelait vin des divers pays de la communauté. Que tu le posais sur une étagère, tu le laissais quelque temps, et après il y avait en bas, c'était tout violet. Et tout le reste était jaune, et on t'expliquait c'est de la colle, du machin. C'est ça, ça c'est dans les années 70. Même jusqu'en 90. Ils l'ont interdit, et puis après maintenant c'est. Ça réapparaît. On commence à voir une nouveau. Les vignerons coopérateurs donnent de la cave les vignerons de Montagnac. Voilà, pour cet échange dans le cadre des élections européennes. Bon. Moi je viens m'instruire, c'est élection ou pas, je m'instruis. C'est bien. Je viens vous rencontrer parce que comme ça j'apprends. On a déjà eu un bon échange entre nous. Il y en a eu pas mal de discussions en cours de route pendant le mandat de député parce que j'avais vu passer quelques-unes d'horreur. Et il se trouve que je suis bien entouré de camarades qui s'intéressent aux questions du vin, mais pas seulement le vin en tant que produit, en tant que culture. En tant que économie, le problème social et le problème environnemental, tout est lié. Bien sûr, qui recommence à remettre en cause les appellations d'origine contrôlée. Ça c'est dans le cadre du traité de libre-échange avec les USA. Pourquoi vous me parlez du grand marché transatlantique? Je vous remercie d'abord parce que je m'honore d'être le seul, en 2009, sur ma profession de foi, à avoir alerté. Donc je ne disposais pas d'informations secrètes. Je m'étais rendu compte que ça allait avoir lieu et j'alertais. Je ne vous cache pas qu'il y a eu des moments où je me demandais, c'est pas moi qui exagérais. Parce que je avais vu la date 2015, il ne se passait rien. Il se passait des échanges, ça continuait. Le grand marché transatlantique, ça fait, comme il est là, en place et en négociation depuis 1996, vous devez comprendre que c'est ça la clé d'explication d'une certaine obstination. Parce que l'idée de remettre en cause les droits à plantation, ça date de 99. On les retoque une première fois, on les fait sortir par la porte, ils reviennent par la fenêtre, avec les mêmes mots, les mêmes termes, la même... On peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont? À part qu'ils n'ont pas d'imagination. Mais on l'avait déjà vu dans d'autres domaines. Donc c'était frappant à voir. Pourquoi la même chose tout le temps? Pourquoi? Parce que eux, ils avaient en tête qu'il fallait harmoniser le marché européen avec le marché nord-américain. Et au marché nord-américain, tout ce que nous faisons, tout ça, ça n'existe pas. Tu t'amènes dans un coin, tu plantes ton machin, tu mets 3-4 bulles, ça s'appelle champagne. Point. Et ils le vendent. Mais c'est produit dans leur idée d'un marché unifié. Le marché unifié, ce n'est pas une affaire de droit de douane. Si c'était que droit de douane, c'est facile à régler. Le marché unifié, c'est les barrières, on appelle ça non tarifaires. Entre une bouteille d'ici, on va dire, tout à l'heure tu évoquais château, vous évoquiez château, l'appellation château. Bon, ah ben là il appelle ça château. Nous on appelle château, on dit alors là il faut quand même pas rigoler. Château ça veut dire quelque chose de bien précis, on a mis en bouteille sur place, on a... Rien de tout ça n'existe chez eux. Mais à partir du moment où vous enlevez les barrières non tarifaires, c'est ça que vous enlevez. C'est-à-dire tout ce qui est le contenu de la marchandise, la façon de la produire, la façon de la distribuer, la façon de la préparer. C'est pire qu'une question de droit de douane. Parce que ça touche à la civilisation matérielle. C'est la différence entre la bibine et le vin. La bibine, c'est pas chez vous qu'il faut dire ça, mais bon. Le vin, quoi. Ah, il y a quelqu'un qui a été malandroit, il y a 25 ans. Non, mais depuis 35 ans, vous avez fait, hein. Peut-être qu'il nous a rendu service aussi. Mais écoute. Non, mais attendez, mais j'allais y venir. Ça fait 35 ans qu'on arrache, qu'on replante, qu'on s'organise, qu'on fait ceci. Tout ça pourquoi? Pour qu'on puisse dire ici, c'est une appellation contrôlée, et puis les autres arrivent depuis Bruxelles et disent vous faites ce que vous voulez, dans votre coin là. Mais à côté aussi on peut planter. Et on plante tant qu'on veut. C'est pourquoi quand ils sont passés à l'autorisation de plantation, ça change tout. Parce qu'ils vont donner des autorisations. Et donc ils vont détruire à revers tout le système qui a été construit. Notre affaire ne peut pas marcher si chacun fait ce qu'il veut. Voilà, ça ne peut pas marcher. Si on plante ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, et qu'on l'arrache, et qu'on le remet, et qu'on l'élévation du niveau de qualité auquel nous sommes parvenus, tout ça est réduit à néant. Ils l'ont fait parce qu'ils savaient que viendrait le jour où le marché serait unifié. Pour eux, comme dans tous les domaines, la seule chose qui vaille, c'est la compétition et la concurrence libre et non faussée. Et donc déjà,
tout le système de construction de la vigne française est percuté frontalement par une idée pareille. Pour la vigne, c'est terrible, parce que la première offensive, c'était enlever les appellations d'origine contrôlée. C'est à ça qu'ils veulent arriver. Et ils ont préparé la situation pour que, au moment où le marché unique se créera, eh bien, vous aurez le droit de vous appeler ce que vous voulez, l'autre à côté qui a planté comme il veut, ben, il fera ce qu'il veut aussi, et de l'autre côté arriveront les marchandises d'Amérique du Nord. Et vous verrez que le moment venu, on va dire, écoutez, ça va, ne nous saoulez pas, quoi, vos histoires de vin, tout ça. Il n'y a qu'à le marquer sur l'étiquette. Mais c'est exactement ce qu'a répondu le commissaire de Luc à propos des fameux poulets, sur lesquels nous avons fait une espèce de crispation pour montrer. Bon. Il a répondu, écoutez, ça va, vous nous saoulez avec vos histoires de poulets. Bon, ben d'accord, les Américains lavent les poulets à la javel, et pas nous, on ne mange pas ça. Il dit d'ailleurs, moi je ne mangerai pas ça. Il n'y a qu'à mettre des étiquettes. Voilà, pour lui le problème est réglé. C'est comme ça qu'il le règle. Hein. Du moment qu'il y a des étiquettes, et on lui a dit, bah, écoutez, vous, monsieur, vous aurez peut-être les moyens de manger du poulet qui n'est pas lavé à la javel, mais les braves gens, eux, bah, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Et donc pour le vin, c'est la mort programmée de tous ces efforts de qualité, de civilisation, où une rangée de têtes d'œufs à Bruxelles, ayant observé que le vin rouge se vendait mal, le vin blanc également, et que le rosé avait un bon cours, avait décidé qu'il suffirait de mélanger du blanc et du rouge pour avoir du rosé. Donc quand on en est là, c'est qu'il y a quelque chose qui est atteint profondément et qui est perdu. C'est-à-dire qu'il y a une forme de civilisation à laquelle certains technocrates n'accèdent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'est le vin, la place particulière du vin dans la civilisation européenne. Bon, ils ont reculé à ce moment-là, mais je ne veux pas vous cacher qu'ils étaient stupéfaits. Parce que, et ça, pour vous, c'est difficile à mettre en tête. Pour eux, c'est du liquide. Vous comprenez? Du liquide fruité, alcoolisé. Vous appelez ça du vin, eux, non. C'est du liquide fruité, alcoolisé. C'est une boisson agricole avec une culture, une histoire. Voilà. Des hommes et des femmes. Ils ne sont pas au courant de ça. Ce n'est pas un sujet de commerce, c'est un sujet de civilisation, cette histoire-là. Pas que le vin, tout ce qui va avec. Et le vin est emblématique de ça. Nous parlons de quelque chose dont certaines personnes ne comprennent même pas le thème.